Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. On va s'intéresser ce matin à l'installation sur le territoire d'un télescope un peu particulier. Et pour en savoir davantage, vous recevez l'astrophysicien Alain Klotz. Oui, Alain Klotz, qui est astrophysicien et professeur à l'Université de Toulouse. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour nous parler effectivement de votre présence sur le territoire pour l'installation de ce fameux télescope TARO qui est en cours d'installation à Wattom. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est que ce télescope TARO ? Un télescope, c'est un instrument scientifique qui est là pour observer les étoiles. Et en particulier, nous, on a de la science toute singulière à effectuer parce qu'on observe les étoiles qui explosent. Ce télescope, il est aussi utilisé par le CNES, l'Agence spatiale française, pour observer les satellites qui tournent autour de nos têtes. Alors, il y en a 4 qui sont installés dans le monde. La Nouvelle-Calédonie est le 4e site qui a été retenu. Pourquoi avoir fait ce choix-là et où sont les autres ? Alors, vous savez très bien que quand il fait nuit en Nouvelle-Calédonie, il fait jour ailleurs et vice-versa. Et donc, l'intérêt de disposer de télescopes sur le territoire des Outre-mer françaises nous permet en fait d'avoir toujours un télescope qui est du côté nocturne, puisque nous, nos télescopes n'observent que la nuit. Alors, on va parler évidemment de ce que vous regardez et de ce que vous étudiez, mais avant cela, encore sur les caractéristiques de ce télescope. Son gros avantage, c'est qu'il ne nécessite pas d'être manipulé par quelqu'un. Il est en quelque sorte complètement autonome, il reçoit des données et il travaille tout seul. Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, si je viens installer le télescope ici en Nouvelle-Calédonie, je ne reste que 15 jours. Ensuite, évidemment, je vais rentrer faire mon professorat à Toulouse. Et pendant ce temps-là, en fait, pour l'aspect science, c'est un observatoire en orbite qui va détecter les explosions d'étoiles et va m'envoyer directement sur le télescope les champs à observer pendant la nuit. Donc, moi, je n'interviens pas. Je collecte les informations une fois enregistrées et là, évidemment, je pratique ma science. Alors, ces explosions d'étoiles, c'est ce que vous appelez dans votre jargon, pardonnez-moi, les sursauts gamma. De quoi s'agit-il exactement ? Est-ce qu'il y en a souvent ? Est-ce qu'on en observe souvent ? De quand datent-elles ? Où sont-elles ? Et qu'est-ce qu'elles nous disent ? Alors, les sursauts gamma, en fait, c'est une sorte d'explosion d'étoiles. Les étoiles, en fin de vie, ont la fâcheuse tendance soit de s'éteindre, comme le Soleil fera. Donc, il n'y aura pas vraiment d'explosion si on est avec une étoile de type Soleil. Mais parfois, les étoiles sont plus massives et elles sont parfois même 40 ou 50 fois plus massives que le Soleil. Et là, à ce moment-là, l'extinction de l'étoile est beaucoup plus brutale et donc on a une explosion. Et cette explosion, elle peut être, on va dire, moyenne ou très très forte. Et l'explosion la plus forte que l'on connaisse, c'est l'explosion en sursaut gamma. Donc moi, je m'intéresse à ça parce que l'intérêt, c'est que si vous explosez très fort, vous pouvez être vu de très 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 loin dans l'univers. Et donc notre télescope, qui est tout petit en fait, à la comparaison avec les très grands télescopes au Chili, eh bien en fait on va gagner le fait que l'éclat du sursaut gamma est tellement brillant qu'on peut le voir jusqu'à 10 milliards d'années-lumière. Alors c'est ça, c'est qu'on voit très loin, mais quand on voit très loin en astronomie, ça veut dire qu'on voit très loin dans le temps aussi, c'est-à-dire qu'on remonte jusque dans la création de l'univers. C'est-à-dire que l'explosion qu'on est en train d'enregistrer avec le télescope, quand elle a eu lieu, notre système solaire n'existait pas. Alors qu'est-ce qu'elle dit justement sur notre époque actuelle, sur la configuration de l'univers, ces explosions d'étoiles qui ont eu lieu il y a des dizaines de millions d'années ? Alors, il y a deux choses qui sont importantes. C'est pourquoi il y avait déjà des explosions d'étoiles à cette époque très très jeune de l'univers. Et puis la deuxième information qu'on va recueillir, c'est le fait que la lumière aura voyagé un parcours énorme, une distance très très grande, et elle va avoir rencontré, cette lumière, tout un tas de petites particules qui vont interagir avec elle, et à la fin, en fait, nous on observe des états de la lumière qui non seulement nous disent ce qui s'est passé il y a 10 milliards d'années-lumière, mais ce qui s'est passé aussi entre ces 10 milliards d'années-lumière et nous, et donc on arrive comme ça à remonter dans le temps, mais pas seulement à une date fixe, mais alors évidemment tout est mélangé dans nos informations et le but du scientifique c'est de démêler cette pelote de laine. Est-ce que le but du scientifique et de l'astrophysicien en général c'est d'aller de plus en plus loin dans l'espace, c'est-à-dire d'aller de plus en plus loin dans le temps pour comprendre finalement comment ce système s'est mis en place et notamment notre système solaire ? Alors
il faut pas faire la course à je suis le plus gros, je suis le plus loin. Hein, c'est pas ça l'idée. En fait, l'astrophysicien considère que l'univers, en fait, c'est un énorme laboratoire de physique. Alors, moi, en ce qui concerne les sursauts gamma, si vous voulez, c'est un peu comme si on avait un accélérateur de particules, mais qui ferait des tailles gigantesques qu'on pourrait même pas avoir sur Terre. Donc, on a des particules qui ont des énergies que même le grand accélérateur qui a découvert le boson de Higgs, par exemple, ne peut même pas générer. Donc, pour nous, l'intérêt, c'est que l'univers nous donne gratuitement accès à un accélérateur comme ça. C'est super. Par contre, les sursauts gamma ne nous apprennent rien, par exemple, sur la naissance du système solaire, qui, elle, est beaucoup plus proche, beaucoup plus compacte par rapport à moi, ce que j'essaye d'observer. Il y a des échelles dans l'univers qui sont tellement différentes qu'on se spécialise dans l'un, dans l'autre. Voilà, moi, je ne suis pas très spécialisé dans le système planétaire. Alors, vous disiez, et c'est important de le rappeler, c'est que ces explosions d'étoiles sont liées finalement à la masse des étoiles, qu'on est protégé, nous, entre guillemets, parce que le Soleil n'a pas cette masse critique pour exploser comme d'autres étoiles ont explosé, c'est bien ça? Exactement, hein, exactement, voilà. Mais pourquoi alors? Parce que, en fait, l'explosion d'étoiles, pour qu'elle ait lieu, il faut qu'il y ait quand même de l'énergie. Et en fait, on a quand même l'impression que le Soleil est plein d'énergie. Et ben, malheureusement, pour faire exploser une étoile, il faut encore plus d'énergie que ça. Alors, en fait, c'est assez incroyable à penser, mais en fait, c'est surtout de l'énergie potentielle. Hein. C'est quand vous faites tomber un objet par terre. En fait, c'est au moment où l'objet s'éclate au sol que vous vous rendez bien compte de l'énergie qu'il y avait au départ potentiellement. Alors quand l'étoile est très massive et très volumineuse, en fait vous imaginez que le gaz qui est à l'extérieur de l'étoile, quand il va aller s'écraser sur le centre de l'étoile, en fait c'est comme si il avait parcouru une distance tellement phénoménale que en fait ça va créer une explosion mais gigantesque. Et le Soleil n'a pas cette capacité-là. Alors Alain Klotz, on va aussi parler d'autres utilisations de ce tarot, de ce télescope tarot, parce qu'il permet donc d'observer les sursauts gamma, mais ça permet aussi de faire un peu de surveillance spatiale, parce qu'on sait qu'il y a tellement de choses aujourd'hui qui gravitent autour de la Terre que ça permet de savoir un peu ce qui tourne au-dessus de la tête des Calédoniens. Alors vous savez très bien que la recherche scientifique ne vit qu'avec un petit peu d'argent, pas beaucoup, et donc on s'est associé avec le Centre national d'études spatiales, le CNES, à Toulouse, pour que eux puissent observer les satellites qu'on a envoyés, donc ce ne sont que des satellites de fabrication humaine, artificielle, qui sont lancés par les fusées. Comme vous le savez, avec l'émergence du New Space, avec tout plein de constellations de satellites qui apparaissent dans notre environnement proche, il y a des problèmes de déchets. Hein, en fait, c'est tout bête, mais c'est comme sur Terre, il faut faire la poubelle à un moment donné. Et puis, avant d'évacuer la poubelle, il faut les identifier. Il faut se dire, celui-là, il fonctionne, celui-là, il ne marche pas, celui-là, il va rentrer en collision avec un autre. Donc ça, c'est les prérogatives de nos collaborateurs du CNES qui sont aussi avec nous sur le site. Il y a de temps en temps des petits satellites espions qui se promènent aussi. Alors, on a aussi une activité plus de surveillance globale. Et effectivement, ça nous est arrivé de détecter d'ailleurs le fameux satellite Lutolymp, qui est un satellite russe et qui a l'habitude d'aller espionner les autres satellites. Celui-là est relativement connu et on l'observe et évidemment on le suit. Puis il y en a d'autres, évidemment. Alors, Alain Klotz, les travaux que vous menez sur ces sursauts gamma, une fois que vous avez identifié, vous signalez à la communauté scientifique qu'il y a eu cette explosion, puis après, il y a tout un travail d'analyse que vous faites derrière, et c'est l'ensemble de la communauté scientifique qui peut profiter de vos travaux? Oui, alors moi, je dis souvent qu'on a un métier d'urgentiste de l'espace. En gros, une étoile explose, c'est comme si vous veniez d'avoir une attaque cardiaque, donc la première chose qui va arriver, c'est les premiers soins. Donc moi, je suis sur les premiers soins, si vous voulez. Le télescope Tarot, en Nouvelle-Calédonie, va voir la pauvre étoile en train de s'éteindre. Et donc, à ce niveau-là, nous, on va juste émettre pour la communauté scientifique ce qu'on appelle un circulaire. Et on dit, voilà, à tel endroit dans le ciel, nous, on est en train d'observer l'extinction de cette étoile. Alors, avant de s'éteindre, elle a brillé de mille feux. Donc, on décrit toute la phénoménologie, en fait, de la lumière. Mais c'est très court. Hein, on rédige ça sur quelques lignes. On envoie ça sur évidemment
un réseau qui n'est pas un réseau social, mais un réseau interne, de distribution de courrier scientifique. Mais tous les observateurs du monde vont avoir cette information en direct, et les observateurs qui ont des plus grands télescopes que nous, en fait, se disent « Ah, alors ça nous intéresse », et on va continuer les observations de façon plus approfondie. Et ensuite, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, on mélange toutes ces informations recueillies avec le petit télescope de Nouvelle-Calédonie et aussi avec les grands télescopes au Chili. Et avec tout ça, en fait, on va faire une publication qui va être jugée sérieuse et académique. Voilà, et à ce moment-là, toute la communauté scientifique peut s'en emparer aussi. Voilà, et là, c'est là qu'on peut divulguer le fait qu'on a observé le plus grand sursaut gamma depuis ces 10 dernières années. Et alors aujourd'hui, on sait quel est le plus grand sursaut gamma observé ? Alors oui, il a eu lieu il y a 2 ans, en fait. Ça a été un sursaut gamma. Il a été observé il y a 2 ans. Oui, il a été observé il y a 2 ans. Et alors, il n'était pas si loin. Celui-là, c'était 3 milliards d'années-lumière, une bagatelle. À votre échelle, sans doute. À notre échelle, c'était assez loin, c'était assez proche. Et justement, ça avait l'intérêt, c'est qu'il était tellement proche pour nous qu'on a pu le voir en détail. Et ça, c'était un gros intérêt. Et alors, c'était dommage parce qu'à l'époque, on n'avait pas le télescope de Nouvelle-Calédonie, et c'était le site calédonien qui aurait pu observer de façon prompte cette explosion. Ouais, qui sait si l'univers vous portera chance en déclenchant une explosion gamma au-dessus de la Calédonie dans pas longtemps. Un mot peut-être, parce que le site de Wattom est particulier. Vous avez travaillé avec la province sud pour la mise en place de ce télescope TARO. C'était vraiment un lieu qui vous semblait très propice? Alors oui, au départ, nous, on aime bien s'installer sur des montagnes. Donc on avait regardé le Mont d'Eau avec les installations de TDF, mais c'était très très difficile d'accès et de maintenance. Et donc on a préféré se mettre un peu plus bas, et quasiment au niveau de la mer. Et voilà. Alors c'est pas idéal du point de vue purement astronomique, mais c'est un compromis. Par contre, évidemment, le ciel à l'aérodrome, il est très très noir, et ça, c'est vraiment très plaisant, quoi. Voilà, c'est donc avec la province sud que vous avez choisi le site. Oui, ils nous ont aidés, et puis ça a été une très belle collaboration. Oui. Alors Alain Klotz, vous profitez entre guillemets de votre séjour en Calédonie pour donner une conférence demain soir avec votre collègue Guillaume Chavanas, qui est ingénieur au CNES et qui est chef de projet de ce télescope TARO. Le titre de votre conférence, qui aura lieu à 18h à l'UNC, je le dis tout de suite, c'est Cataclysme stellaire. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec les sursauts gamma, les cataclysmes stellaires? Oui, parce que finalement, un sursaut gamma, c'est une sorte de cataclysme stellaire. Donc j'essaierai de faire une présentation un peu plus générale du phénomène d'explosion d'étoiles, en expliquant que finalement, il n'y a pas un seul type de grosse étoile de 50 masses solaires qui peut exploser. Il y en a d'autres aussi, et c'est plus subtil. Puis il y a des trous noirs, il y a des étoiles à neutrons, mais tout ça, vous le saurez si vous venez me voir. Voilà, et il y a donc, parce que c'est nécessaire, on parle assez peu souvent d'astrophysique d'une façon générale, il y a toujours besoin d'expliquer, de vulgariser, même si c'est compliqué parfois pour vous. J'ai un métier de professeur à l'université, donc c'est votre boulot de vulgariser. Ça fait partie des prérogatives. Donc non, il n'y a pas de difficulté majeure si on prend le grand public, si vous voulez, par la main, et qu'on amène. Parfois, évidemment, on va faire des choses qui sont pas très scientifique par rapport à mes collègues quand on explique, mais au moins les gens comprennent. C'est là-dessus que j'essaierai évidemment de m'exprimer. Donc demain, c'est ouvert au grand public. Oui. Alain Klotz, astrophysicien, professeur à l'Université de Toulouse, un grand merci d'être passé dans les studios de Radio Rythme Bleu. J'en signale que vous descendez justement de Wattom pour cette interview et que vous retournez au chevet de votre télescope TARO. Merci beaucoup. Merci.